À 7h43 du matin, le 15 mars 1945, j'étais accroupi dans la boue glacée de la forêt allemande, confronté au problème militaire le plus stupide de ma carrière. 200 soldats allemands retranchés à 300 mètres de là. Mon commandant voulait que je les fasse se rendre sans tirer un seul coup de feu. Et l'arme qu'il m'avait donnée pour y parvenir? Ma propre voix. Je m'appelle Elliot Hargrove. Avant la guerre, je dirigeais du théâtre expérimental à Londres. Plus précisément, je travaillais sur l'acoustique scénique, étudiant comment le son transformait la perception du public. Comment donner l'impression que 12 acteurs sont une centaine. Comment créer l'illusion de foules invisibles grâce à la manipulation auditive. C'était un travail obscur, technique, le genre de choses qui faisait lever les yeux au ciel à mes camarades d'université. Personne n'imaginait que cette compétence inutile deviendrait une arme de guerre. Quand j'ai été mobilisé en 1942, je pensais que je ne serais qu'un simple fantassin. Et pendant 2 ans, c'est exactement ce que j'ai été. Marche, tranchée, coup de feu, le cycle brutal de la survie. Mais en janvier 1945, quelque chose a changé. Notre unité s'enfonçait profondément en territoire allemand, et le haut commandement commençait à désespérer. Non par manque de force, mais parce que chaque affrontement conventionnel coûtait trop de vies. Pour chaque kilomètre conquis, nous perdions des hommes que nous ne pouvions pas remplacer. L'armée allemande était vaincue, tout le monde le savait. Mais il se battait encore avec la férocité de ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'est là que mon capitaine, Thomas Ridley, m'a convoqué pour une réunion qui allait tout changer. Ridley était de la vieille école, un homme qui croyait à l'artillerie lourde et aux assauts frontaux. Pas de subtilité, pas de ruse. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard. De l'épuisement, peut-être, ou du désespoir. Il a jeté la carte sur la table en bois grossière à l'intérieur de notre tente de commandement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue. 200 Allemands retranchés dans un complexe de bunkers à seulement 3 km de notre position. Ils avaient des mitrailleuses, des mortiers et une ligne de mire parfaite sur toute voie d'approche. Une attaque directe coûterait la vie à au moins 60 hommes. Peut-être plus. Et même si nous gagnions, le coup serait inacceptable. Ridley m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De la vulnérabilité. Cet homme, qui commandait des bataillons d'une main de fer, demandait de l'aide. Il connaissait mon expérience théâtrale. Je ne sais pas comment il l'avait découvert, peut-être dans un vieux rapport de recrutement poussiéreux mentionnant mon ancienne profession. Mais il avait une idée folle. Et j'étais le seul idiot disponible capable de l'exécuter. Sa proposition était démentielle. Faire croire aux Allemands qu'ils étaient encerclés par une force écrasante, sans tirer un seul coup de feu. Utiliser uniquement le son, uniquement des voix, pour créer l'illusion d'une armée qui n'existait pas. La psychologie au lieu des munitions. C'était exactement le genre de concept que la doctrine militaire traditionnelle méprisait, qualifiant cela de stratégie de salon. Quelque chose que des universitaires discutaient dans des pièces sûres pendant que de vrais hommes mouraient sur de vrais champs de bataille. Je l'ai regardé comme s'il était devenu fou, parce que l'idée était absurde, complètement absurde, mais elle était aussi brillante. Et si ça marchait, nous sauverions 60 vies, peut-être plus. Le problème, c'est que personne, absolument personne dans la chaîne de commandement ne croyait que cela fonctionnerait. La résistance a commencé immédiatement. Quand Ridley a présenté la proposition au colonel McIntyre, la réaction fut exactement celle qu'on attendrait d'un officier de carrière formé à Sandhurst. De la moquerie. McIntyre était un homme de 53 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale, quelqu'un qui avait vu des soldats mourir à cause de tactiques expérimentales mal conçues. Pour lui, la guerre psychologique, c'était du baratin, le genre de truc qui ne marchait que dans les films de propagande. Dans le monde réel, il fallait des chars, de l'artillerie et du courage brut. Pas de tour de passe-passe acoustique inventé par un metteur en scène britannique. Il m'a convoqué personnellement pour expliquer l'idée. J'étais nerveux, je ne vais pas mentir. Se tenir devant un colonel et proposer quelque chose qui ressemblait à un scénario de film était humiliant. Mais j'avais étudié ça. Des années de travail sur la perception auditive m'avaient appris quelque chose que peu de militaires comprenaient. Le cerveau humain est terriblement mauvais pour distinguer la réalité de l'illusion lorsqu'il s'agit de son, surtout sous pression. J'ai expliqué comment cela fonctionnait.
Au théâtre, j'utilisais des techniques de réverbération et de positionnement pour faire croire au public que des foules entières se trouvaient hors scène. Le secret n'était pas le volume, mais l'orientation. On ne crie pas plus fort, on crie depuis le bon endroit, au bon moment, avec le bon motif. Le cerveau humain comble le reste automatiquement, créant une menace perçue bien plus grande que la réalité. McIntyre m'a écouté pendant 5 minutes. Puis il s'est levé et a dit quelque chose qui me brûle encore. Hargrove, je n'ai pas de temps à perdre avec vos fantasmes de théâtre. Des hommes meurent pour des idées stupides comme celle-là. La réponse est non. Mais Ridley n'a pas abandonné. Il a continué d'insister, arguant qu'une attaque conventionnelle coûterait des dizaines de vies et qu'au moins, mon idée avait une chance d'épargner du sang. Finalement, McIntyre a cédé, mais pas parce qu'il croyait en la stratégie. Il a cédé parce qu'il était désespéré. Et parce que, au fond, il savait que j'avais raison sur une chose. L'ennemi était aussi humain. Et les humains commettent des erreurs quand ils ont peur. La préparation fut rapide, brutalement rapide. Ridley m'avait donné 48 heures pour transformer une théorie théâtrale farfelue en une opération militaire fonctionnelle. J'avais besoin de volontaires, des hommes prêts à hurler de faux ordres, à simuler des mouvements de troupes et à créer l'illusion acoustique d'un siège massif. Trouver ces hommes a été plus facile que je ne l'imaginais. Personne ne voulait mourir dans une attaque frontale suicidaire. Si mon idée folle signifiait une chance de survie, ils étaient en partants. J'ai passé les heures suivantes à former 12 soldats aux techniques de base de projection vocale que j'utilisais au théâtre. Il ne s'agissait pas de crier plus fort, il s'agissait de crier avec une intention. Des commandements militaires allemands simulés, des voix superposées pour donner l'impression d'un nombre plus important. Des motifs d'écho qui feraient croire que nous étions dans de multiples positions autour d'eux. Je leur ai appris à utiliser le terrain, les arbres, les bunkers abandonnés comme amplificateurs naturels. C'était de la science, de l'acoustique appliquée. Mais pour les Allemands à l'intérieur, ce serait la panique. La nuit précédant l'opération a été la pire de ma vie. Pas par peur de mourir, mais par peur d'échouer. Si cela ne fonctionnait pas, 60 hommes mourraient dans l'attaque conventionnelle qui suivrait. Et je serais l'idiot qui avait convaincu le commandement de gaspiller du temps et des ressources dans une fantaisie théâtrale. Je suis resté éveillé toute la nuit, passant en revue chaque détail, chaque positionnement, chaque ordre répété. Avais-je sous-estimé la discipline allemande? Allaient-ils simplement ignorer les sons et continuer à se battre? Mais il y avait une chose que je savais. Une chose que mon expérience du théâtre m'avait apprise sur la nature humaine. Quand vous êtes isolé, épuisé et entouré de signes indiquant que la fin est proche, votre cerveau cherche des raisons d'abandonner. Non pas parce que vous êtes lâche, mais parce que la survie est un instinct plus fort que la loyauté. Les Allemands dans ce bunker étaient épuisés. Ils savaient que la guerre était perdue. Et si je pouvais leur donner une excuse rationnelle pour se rendre, une excuse qui préserverait leur honneur militaire au lieu de le détruire, ils l'accepteraient. Le matin du 15 mars, à 7h43, j'étais dans la boue glacée avec mes 12 hommes, positionnés en demi-cercle autour de la position allemande. La brume matinale était parfaite, obscurcissant complètement notre vue. Cela signifiait que les Allemands ne pouvaient pas nous voir non plus. Tout ce qu'ils auraient, c'était le son. Et j'étais sur le point de leur donner un cauchemar sonore qui ferait croire que 1000 soldats alliés encerclaient leur position. Ridley était derrière moi, observant avec des jumelles. Il ne disait rien, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. McIntyre était à 1 kilomètre de là, espérant probablement que cela échoue pour pouvoir dire « Je vous l'avais bien dit ». 60 soldats étaient en position d'attaque, prêts à avancer si mon plan fou s'effondrait. J'ai regardé mes 12 volontaires. Ils étaient terrifiés, mais confiants. Je les avais bien entraînés. Ils savaient à quoi faire. Chacun avait une position spécifique, un modèle vocal spécifique, des commandements spécifiques en allemand qui simuleraient des officiers coordonnant un siège massif. L'acoustique de la forêt ferait le reste, faisant écho à nos voix de manière à donner l'impression que nous étions partout à la fois. Mais la véritable arme n'était pas technique, elle était psychologique. Les Allemands dans ce bunker étaient désespérés. Ils avaient entendu les avancées alliées depuis des semaines. Ils savaient qu'ils étaient isolés, sans renfort, sans espoir de victoire.
Tout ce que j'avais à faire était de leur donner une excuse acceptable pour se rendre. Une excuse qui dirait « Vous avez été vaincu par une supériorité numérique, pas par lâcheté. » Le doute me rongeait encore. Et si j'avais tort? Et si les Allemands ouvraient simplement le feu? Et si mon tour de théâtre était trop évident, trop ridicule pour fonctionner en combat réel? Mais je n'avais pas le choix. 60 hommes comptaient sur moi. Ridley comptait sur moi. Même McIntyre, au fond de son arrogance militaire, comptait sur moi pour prouver que parfois, l'intelligence vaut mieux que la force brute. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté ma position dans la boue. Et je me suis préparé à faire ce qu'aucun manuel militaire n'enseignerait jamais. J'allais crier. J'allais manipuler le son comme je le faisais sur les scènes de Manchester. Et j'allais faire croire à 200 soldats allemands qu'ils étaient encerclés par une force qui n'existait tout simplement pas. La tactique défiait tout ce que l'armée enseignait. Mais sa simplicité était exactement ce qui la rendait dévastatrice. Car parfois, l'arme la plus puissante n'est pas celle que l'on tire. C'est celle que vous faites croire à l'ennemi que vous possédez. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qu'était le truc du cri. Et pourquoi 200 soldats allemands expérimentés tomberaient dans un piège aussi apparemment ridicule. L'idée était simple, dangereusement simple. Si simple que le colonel McIntyre m'a ri au nez quand je l'ai expliqué. Mais la simplicité était le point crucial, parce que dans le chaos de la guerre, dans l'obscurité d'une forêt allemande, dans la tension d'être encerclé par des forces ennemies, le cerveau humain n'analyse pas, il réagit. Et c'était exactement cette réaction que j'allais exploiter. L'astuce consistait en 12 hommes, seulement 12, positionnés stratégiquement autour du complexe de bunkers allemands, chacun avec une tâche spécifique, chacun entraîné pour simuler non seulement le son d'une voix humaine, mais le son d'une armée entière avançant à travers la forêt. Nous ne faisions pas que crier, nous créions un paysage sonore complet. Une illusion acoustique si convaincante que le cerveau allemand n'aurait d'autre choix que de croire qu'il était encerclé par une force écrasante. Première couche. Les cris de commandement. 6 hommes répartis en des points stratégiques crieraient des ordres militaires en allemand. Flankieren Sie links. Panzer vorwärts. Artillerie bereit. Des ordres que n'importe quel soldat allemand reconnaîtrait instantanément. Des ordres qui suggéraient de la coordination, de l'organisation. Une force supérieure. Mais pas seulement des cris au hasard. Des séquences spécifiques. Des timings précis. Comme s'il s'agissait d'officiers différents coordonnant différentes unités. Comme s'il y avait des chars avançant par la gauche. L'artillerie se préparant sur la droite. L'infanterie se déplaçant au centre. Deuxième couche. Les bruits mécaniques. 3 hommes simuleraient le bruit de véhicules blindés, en frappant sur des fûts métalliques. Entraînant des chaînes sur des surfaces en fer, créant ce grondement sourd et continu que tout soldat de la Seconde Guerre mondiale associerait instantanément à des chars Sherman avançant sur un terrain accidenté. Le cerveau humain est extraordinairement doué pour reconnaître des schémas, surtout des schémas de menace, surtout lorsqu'il est sous un stress extrême. Et le bruit de chars en approche est un schéma qu'aucun soldat allemand en 1945 ne voulait entendre. Car en mars 1945, chaque soldat allemand savait ce que signifiaient les chars Sherman. Une supériorité numérique, une puissance de feu écrasante, une défaite inévitable. Troisième couche. L'artillerie. 2 hommes créeraient le bruit de la préparation d'artillerie. Des coups rythmiques, métalliques, réguliers, comme si des obus étaient chargés, comme si des canons étaient ajustés, comme si, à tout moment, un barrage d'artillerie allait anéantir leur position. Et la 4e couche, la plus psychologiquement dévastatrice, le bruit des bottes, des centaines de bottes marchant à travers la forêt. Un seul homme, mais positionné de manière à ce que l'écho naturel de la forêt multiplie le son, créant l'illusion non pas de 12 hommes, mais d'une compagnie entière en marche. Le positionnement était tout. J'avais étudié l'acoustique de cette forêt pendant 3 jours. Comment le son voyageait entre les arbres. Comment les bunkers en béton reflétaient et amplifiaient certaines fréquences. Comment la topographie créait des angles morts auditifs et des zones d'amplification naturelle. 12 hommes placés aux bons endroits pouvaient sonner comme 200, peut-être 300,
Mais le véritable génie de la tactique ne résidait pas dans le son, il résidait dans la psychologie derrière le son. Parce que je ne créais pas seulement du bruit. J'exploitais 3 vulnérabilités psychologiques spécifiques que je savais présentes chez les soldats allemands, retranchés en mars 1945. Première vulnérabilité. La fatigue de combat. Ces hommes se battaient depuis des années. Des années de retraite constante. Des années à voir leur ligne s'effondrer. Des années à savoir que la défaite était inévitable. Ils ne se battaient plus pour gagner. Ils se battaient donc pour survivre assez longtemps pour se rendre aux alliés occidentaux plutôt qu'aux soviétiques. Leur résistance n'était pas idéologique. Elle était pragmatique. Et la résistance pragmatique s'effondre au moment où le coût du combat dépasse le bénéfice de la survie. Deuxième vulnérabilité. La peur de l'encerclement. Les soldats allemands en 1945 avaient vu ce qui arrivait aux unités encerclées. Stalingrad, Falaise, Courlande. Être encerclé signifiait l'anéantissement ou la capture par les soviétiques. Cela signifiait mourir lentement de faim ou être massacré en tentant de briser l'encerclement. Le bruit de force se déplaçant autour de leur position. Des ordres venant de multiples directions. Des véhicules blindés sur plus d'un axe d'approche. Tout cela signalait une chose, l'encerclement. Et l'encerclement activait l'instinct le plus primitif. Fuir ou se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Troisième vulnérabilité. La surestimation de la force ennemie dans des conditions de faible visibilité. Quand vous ne pouvez pas voir l'ennemi, votre cerveau comble les vides. Et sous un stress extrême, votre cerveau surestime toujours la menace. C'est un mécanisme de survie. Mieux vaut présumer qu'il y a 100 ennemis et avoir tort que de présumer qu'il y en a 10 et mourir. Dans l'obscurité d'une forêt allemande, avec des bruits de chars, d'artillerie, d'ordres et de centaines de bottes venant de toutes les directions, le cerveau allemand n'avait d'autre choix que de présumer une force écrasante. C'était la science derrière le tour. Mais il y avait aussi un art, timing, coordination, rythme. Les sons ne pouvaient pas être simultanés, ils devaient se chevaucher de manière organique, comme se déroulerait une véritable attaque. Les ordres d'abord, puis les bruits mécaniques, puis la préparation d'artillerie, puis le mouvement d'infanterie. Tout cela monte en crescendo pour suggérer un assaut imminent. Nous avons répété pendant 2 jours, 12 hommes dans une clairière isolée à 3 km des lignes allemandes, ajustant le timing, corrigeant le positionnement, peaufinant chaque détail jusqu'à ce que cela ne sonne plus comme 12 hommes faisant du bruit, mais comme un bataillon entier se préparant à attaquer. Le capitaine Ridley a assisté à la répétition finale. Il a fermé les yeux. Il a écouté. Puis il m'a regardé avec une expression mêlant admiration et incrédulité. « Si je ne savais pas que ce ne sont que 12 hommes, a-t-il dit, je jurerais qu'il y a une compagnie entière qui se déplace dans cette forêt. » Exactement. Mais le colonel McIntyre était encore sceptique. « Les soldats allemands ne sont pas des idiots, Hargrove, a-t-il grommelé. Ils vont réaliser que c'est une ruse. » Et je comprenais son inquiétude. Dans des circonstances normales, oui. Des soldats expérimentés reconnaîtraient des sons simulés. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. Sauf votre respect, monsieur le colonel. Ai-je répondu, les soldats allemands ne sont pas des idiots. Mais ce sont des humains. Et les humains, sous un stress extrême, n'analysent pas. Ils réagissent. Et je vais m'assurer qu'ils réagissent comme nous le voulons. Il n'était pas convaincu. Mais il m'a donné la permission quand même. Non pas parce qu'il avait confiance en la tactique, mais parce que l'alternative était une attaque frontale qui coûterait 20 ou 30 vies britanniques. Si la ruse échouait, nous avions encore 60 hommes prêts à attaquer de manière conventionnelle. Mais si elle fonctionnait, si les Allemands tombaient vraiment dans l'illusion acoustique, nous sauverions 200 vies, britanniques et allemandes. C'était la raison pour laquelle la doctrine militaire traditionnelle échouait si souvent. Elle privilégiait le matériel, la puissance de feu, la force brute. Elle traitait la guerre comme un problème d'ingénierie. Plus de chars, plus d'artillerie, plus de soldats. Mais la guerre n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est de la psychologie. Et la psychologie ne figure dans aucun manuel de terrain. Ma formation de metteur en scène de théâtre m'a appris quelque chose que les militaires de carrière comprenaient rarement. Que la perception est la réalité.
que ce que les gens croient être en train de se passer compte plus que ce qui se passe réellement. Que l'on peut manipuler les émotions, les peurs, les attentes avec rien d'autre que du son, de la lumière et du timing. Une scène vide peut devenir un champ de bataille si vous contrôlez l'éclairage. Un acteur seul peut ressembler à une foule si vous positionnez les miroirs correctement. Et 12 hommes peuvent résonner comme un bataillon entier si vous comprenez comment fonctionne le son. C'était quelque chose qu'aucun colonel ayant passé sa vie entière dans les académies militaires n'apprendrait. Parce que les académies militaires enseignent des tactiques conventionnelles. Le contournement, le tir de suppression, les manœuvres en tenaille, toutes efficaces, toutes éprouvées au combat, mais toutes prévisibles. Et la prévisibilité est ce qui permet à un ennemi de se préparer, de construire des défenses, de créer des contre-mesures. La ruse du cri n'était pas prévisible. Elle sortait tellement de tout manuel militaire que l'ennemi n'aurait aucune contre-mesure prête. Il n'y aurait aucun protocole de réponse. Il n'y aurait aucun entraînement spécifique pour quoi faire quand vous entendez les bruits d'une attaque massive venant de toutes les directions, mais que vous ne voyez aucune troupe ennemie. La nouveauté de la tactique était sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse, car nous n'avions qu'une seule chance. Si les Allemands réalisaient que c'était une ruse, si un seul soldat allemand était assez courageux ou curieux pour aller voir d'où venaient les bruits, si notre coordination échouait et que les sons semblaient trop désordonnés pour être une attaque réelle, si quoi que ce soit tournait mal, nous n'aurions pas seulement gâché l'opportunité. Nous aurions alerté les Allemands que nous tentions quelque chose de non conventionnel. Et ils se retrancheraient encore plus profondément. Il n'y avait donc pas de place pour l'erreur. Chaque homme devait exécuter sa partie parfaitement. Chaque son au bon moment. Chaque positionnement exact. Et je devrais tout orchestrer. Comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de guerre psychologique. 2 jours avant l'opération, j'ai réuni les 12 volontaires. Des hommes qui me faisaient assez confiance pour tenter quelque chose qu'aucun soldat britannique n'avait jamais tenté auparavant. Des hommes qui risquaient leur vie dans une tactique que la moitié du commandement trouvait ridicule. « Vous comprenez ce que nous faisons » ai-je demandé. « Nous ne nous battons pas avec des armes. Nous nous battons avec la peur. Nous n'allons pas tuer des soldats allemands. Nous allons les convaincre qu'ils sont déjà morts s'ils ne se rendent pas. » Silence. Puis l'un des hommes, un simple soldat nommé Davis, a pris la parole. « Chef, sauf votre respect, c'est complètement dingue. » Pause. Mais si ça marche, c'est le genre de folie qui mérite une médaille. Rire nerveux. Mais il avait raison. C'était fou. Mais c'était le bon genre de folie. À la veille de l'opération, j'ai fait une dernière marche autour du périmètre allemand, observant leur position, écoutant les bruits nocturnes de la forêt, sentant comment le vent portait le son entre les arbres. J'ai identifié le point idéal pour chaque homme. Là où l'écho serait le plus fort. Là où l'acoustique naturelle amplifierait les sons artificiels. Là où la topographie créerait l'illusion parfaite de forces convergeant de multiples directions. J'ai dessiné une carte mentale. Je ne pouvais rien écrire. Si j'étais capturé, n'importe quel document pourrait révéler notre plan. Alors j'ai tout mémorisé. Chaque position, chaque timing, chaque séquence. Je suis retourné vers les lignes britanniques à 3 heures du matin. Le capitaine Ridley m'attendait. « Demain soir, a-t-il dit. Ça va marcher, Hargrove ?» Je l'ai regardé. J'ai pensé aux variables, aux centaines de choses qui pourraient y mal tourner, à la possibilité que des soldats allemands expérimentés ignorent simplement des bruits étranges et restent retranchés. Mais j'ai aussi pensé à la psychologie, à la fatigue du combat, à la peur de l'encerclement, à la tendance humaine à surestimer les menaces invisibles. « Ça va marcher », ai-je répondu. Parce que ça fait appel à quelque chose de plus primitif que l'entraînement militaire. Ça fait appel à l'instinct de survie. Et l'instinct de survie gagne toujours quand le choix est de se rendre ou de mourir. Ridley a acquiescé. Alors nous avons une chance. Pas seulement une chance. Nous avions un avantage que l'ennemi ne savait même pas que nous utilisions. L'arme la plus puissante sur n'importe quel champ de bataille n'est pas celle qui cause le plus de dégâts. C'est celle qui inspire le plus de peur. Et la peur, lorsqu'elle est bien utilisée, peut pousser une armée entière à déposer les armes sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La théorie était solide. La psychologie était prouvée.
Les répétitions avaient été parfaites. Mais la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Surtout à la guerre. Surtout quand 200 soldats allemands retranchés se trouvent de l'autre côté. Une erreur pourrait transformer une victoire sans effusion de sang en un massacre. Un mauvais timing pourrait alerter l'ennemi au lieu de l'effrayer. Un défaut de coordination pourrait révéler que nous n'étions que 12 hommes feignant d'être un bataillon. 14 mars 1945. 18 heures. La veille de l'exécution. J'avais 12 hommes. Une forêt allemande. Et un plan si peu conventionnel que la moitié du commandement britannique pensait que j'étais fou. Mais parfois, les fous changent le cours des guerres. Surtout quand ils comprennent que la bataille la plus importante ne se joue pas sur le terrain. Elle se joue dans l'esprit de l'ennemi. Et j'étais sur le point d'envahir l'esprit de 200 soldats allemands, sans tirer une seule balle. Il était minuit 43, 15 mars, 7 heures avant l'exécution. J'ai réuni les 12 hommes dans l'abri de fortune, 3 mètres sous terre, entourés de terre humide et d'une odeur de vieille poudre. Aucun d'eux n'avait plus de 25 ans. Certains en avaient 17. Ils avaient tous une chose en commun. Aucun ne croyait vraiment que mon plan allait marcher, mais tous ont accepté d'essayer. Je les ai divisés en 3 groupes, 4 hommes pour chaque phase de l'attaque. Le premier groupe avait la fonction la plus critique. C'étaient les commandants fantômes. Ils devaient hurler des ordres militaires allemands avec une autorité absolue. Il y avait un problème. Un seul des 4 parlait couramment allemand. Un soldat juif nommé Isaac Stern, 22 ans, réfugié de Berlin. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je sais exactement quoi crier ». Mon oncle était officier dans la Wehrmacht. Parfait. Le deuxième groupe avait la tâche la plus brutale, simuler le bruit de chars, pas avec des machines, avec des voix, des moteurs diesel, des chenilles crissant sur le métal, des pétarades d'échappement, le tout avec des cordes vocales humaines. J'avais entraîné ces hommes pendant 3 jours. Ils n'étaient non pas parfaits, mais ils étaient assez convaincants dans l'obscurité d'une forêt allemande à 7 heures du matin. Le troisième groupe était ma touche finale, l'élément qui transformerait la confusion en panique. Ils allaient m'en simuler une artillerie se préparant à faire feu. Le bruit des obus qu'on charge, des ordres de distance et de coordonnées. Et puis le son le plus terrifiant qu'un soldat retranché puisse entendre, le silence avant le bombardement. Je n'allais pas laisser aux Allemands le temps de réfléchir. Je ne leur laisserai que le temps d'avoir peur. À 2 heures du matin, nous avons commencé à nous positionner. La forêt était gelée, moins 3 degrés. Des nuages bas bloquaient toute lumière lunaire. Parfait. L'obscurité était mon allié. Moins les Allemands en verraient, plus leur esprit comblerait les vides. J'ai positionné les groupes en demi-cercle autour du complexe de bunkers allemands. Distance, 200 mètres. Assez loin pour éviter les tirs de panique. Assez près pour que chaque cri semble venir de 50 mètres. Acoustique de théâtre. Le secret que personne dans l'armée britannique ne comprenait. Le son ne voyage pas en ligne droite dans une forêt dense. Il ricoche, se multiplie, se déforme. Un cri bien placé peut sembler venir de 3 directions différentes. 4 hommes criant de manière coordonnée peuvent sonner comme 40. J'avais passé 3 ans à mettre en scène des pièces dans des théâtres de Londres à l'acoustique épouvantable. J'avais appris à manipuler le son dans des espaces impossibles. Maintenant, j'allais utiliser ça pour convaincre 200 soldats allemands qu'ils étaient encerclés par une force écrasante. À 7h43, tout était prêt. J'ai levé la main droite, le signal convenu. 3 secondes de silence absolu. Puis, j'ai baissé la main. Et l'enfer s'est déchaîné. Isaac Stern fut le premier. Il a crié dans un allemand parfait. « Achtung! Achtung! Panzerdivision vorwärts! Alle Einheiten, Formation Delta, schnell! Attention! Attention! Division de blindés, en avant! Toutes les unités! Formation Delta! Vite !» Sa voix a résonné dans la forêt comme si elle sortait d'un haut-parleur militaire. Autoritaire, précise, terrifiante. 5 secondes plus tard, le deuxième groupe est entré en action. Le bruit des moteurs diesel, ils n'étaient pas parfaits. Mais dans l'acoustique déformée de la forêt, ils sonnaient exactement comme des chars Panzer se déplaçant entre les arbres. Le crissement des chenilles, le grondement sourd des moteurs lourds, des sons que tout soldat allemand connaissait.
des sons qui signifiaient une puissance écrasante. 15 secondes. Le troisième groupe. Des cris d'artillerie. Feuerbereit. Distanz 200 Meter. Koordinaten bestätigt. Préparez le feu. Distance 200 mètres. Coordonnées confirmées. Et puis, le silence. 3 secondes de vide absolu. Je savais ce qui se passait dans l'esprit de ces 200 soldats allemands. Ils calculaient. Combien de temps ai-je avant que les bombes ne tombent? Où puis-je me cacher? Combien de chars arrivent? La peur n'est pas rationnelle. La peur est une mathématique émotionnelle. Et je venais de leur donner une équation impossible à résoudre. Alors Isaac a crié de nouveau. Cette fois plus près, plus fort, plus véhément. Alle Einheiten, umzingelt, sofort capitulieren oder vernichtet werden. Toutes les unités, encerclées. Rendez-vous immédiatement ou vous serez anéantis. L'effet fut instantané. Du complexe de bunkers allemands, j'ai entendu le premier cri. Nicht schießen. Nicht schießen. Ne tirez pas, ne tirez pas, mon cœur s'est emballé. Ça a marché en 10 secondes, mais je ne pouvais pas m'arrêter. S'arrêter maintenant, ce serait révéler la supercherie. Je devais maintenir la pression, je devais faire croire aux Allemands que se rendre était la seule option rationnelle. J'ai fait signe à Isaac de continuer. Il a crié à nouveau. Cette fois avec une dose supplémentaire d'urgence. Letzte Warnung. 10 Sekunden. Waffen niederlegen oder sterben. Dernier avertissement. 10 secondes. Jetez vos armes ou mourrez. Silence. 5 secondes de pur vide. Puis j'ai entendu le plus beau son de ma vie. Wir ergeben uns. Wir ergeben uns. Ne tirez pas. On sort. Nous nous rendons. Nous nous rendons. Du premier bunker, un homme est sorti les mains en l'air. Puis 2. Puis 5. Puis 20. J'ai fait signe à mes hommes d'arrêter de crier. Silence absolu maintenant. Laissez les Allemands penser qu'ils étaient observés par une force massive et disciplinée. Des chars invisibles. Une artillerie prête. Des centaines de soldats attendant dans l'ombre. D'autres Allemands sont sortis. 60. 80. 120. Certains pleuraient. D'autres semblaient soulagés. Tous ont lâché leurs armes au sol sans hésitation. Il était 7h56 du matin. 13 minutes d'exécution. 217 soldats allemands rendus. 0 coup de feu tiré. 0 perte. De mon côté ou du leur. Le capitaine Ridley a surgi de la lisière des arbres avec les 60 soldats qu'il avait positionnés pour l'attaque conventionnelle. Il a regardé les Allemands désarmés. Puis, il m'a regardé. Et il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a souri. « Hargrove, a-t-il dit, vous êtes un véritable génie. » Je ne me sentais pas un génie. Je me sentais comme un metteur en scène qui venait de diriger la pièce la plus importante de sa vie. Et le public avait cru à chaque mot. Les Allemands ont été pris en charge par nos soldats. Ils semblaient encore confus. L'un d'eux, un Feldwebel d'une 40aine d'années, a demandé dans un anglais approximatif « Combien de chars avez-vous » Je l'ai regardé, j'ai souri, et j'ai dit « Combien pensez-vous que nous en avions » Il a secoué la tête. Au moins 20, peut-être 30. Toute la forêt était encerclée. Je ne l'ai pas corrigé, je l'ai laissé croire. Le colonel McIntyre est arrivé 2 heures plus tard. Il a inspecté les prisonniers, a discuté avec Ridley. Puis il est venu vers moi. Je m'attendais à du scepticisme, peut-être même de la colère pour avoir utilisé une méthode aussi peu conventionnelle. Mais il a tendu la main et a serré la mienne fermement. « Monsieur Hargrove, a-t-il dit, j'avais tort. Vous avez sauvé 60 vies aujourd'hui. Peut-être bien plus. Cela restera dans les mémoires. » Il ne savait pas à quel point ces mots comptaient. J'avais passé 3 mois à essayer de convaincre des officiers que la psychologie importait autant que la poudre à canon. 3 mois à entendre que le théâtre n'avait pas sa place dans une guerre. 3 mois à être traité comme un excentrique qui ne comprenait rien au vrai combat. Maintenant, 217 soldats allemands étaient en vie. 60 soldats britanniques étaient en vie. Et tout cela parce que j'avais compris une chose qu'aucun manuel militaire n'enseignait. La peur est une arme plus puissante que les balles. Les semaines suivantes furent surréelles. L'histoire de la ruse du cri s'est répandue au sein du commandement britannique comme une traînée de poudre. Les officiers qui m'avaient ignoré voulaient maintenant des réunions. Ils voulaient savoir si la technique pouvait être reproduite. Ils voulaient des manuels. Ils voulaient de l'entraînement.
J'ai rédigé un rapport de 17 pages. J'y ai détaillé chaque élément de l'opération. L'acoustique forestière, la psychologie des soldats retranchés, le timing des ordres, la simulation de sons mécaniques par des voix humaines. Tout. Le rapport a été distribué à 5 divisions alliées. 3 d'entre elles ont testé des variantes de la méthode. 2 ont réussi. Une reddition de 86 soldats allemands près de Cologne. Une autre de 143 près de Munich. Toutes 2 sans tirer un seul coup de feu. Mais la chose la plus étrange s'est produite 3 ans plus tard. 1948. J'étais de retour à Londres. Je mettais en scène une pièce au Covent Garden Theatre, Hamlet. Ironique, tout bien considéré. Un homme s'est approché de moi après la représentation. Un Allemand. Un fort accent. Il a dit qu'il avait servi dans la Wehrmacht. Il a dit qu'il était dans un bunker dans une forêt allemande en mars 1945. Il a dit qu'il s'était rendu sans combattre parce qu'il pensait être encerclé par une division entière de chars. Ce n'est que des années plus tard qu'il a découvert la vérité. 12 hommes. 0 chars. Juste des voix. Il m'a regardé dans les yeux et a demandé « Comment avez-vous fait ?» J'ai souri. Et j'ai dit la vérité. Je ne vous ai pas fait croire qu'il y avait des chars. Je vous ai fait croire que résister était inutile. Il y a une différence. L'une implique de tromper les yeux. L'autre implique de comprendre l'esprit. Il a hoché la tête, est resté silencieux un moment, et puis il a dit quelque chose qui n'est jamais sorti de ma tête. Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. Je serais mort si je m'étais battu. Merci de m'avoir donné une raison de ne pas me battre. Puis il est parti. Je n'ai jamais su son nom. Mais il avait raison. Je n'ai pas gagné une bataille ce jour-là en mars 1945. J'en ai évité une. Et parfois, éviter une bataille est la plus grande victoire possible. La guerre ne se résume pas à qui tire le plus vite. C'est à qui comprend le mieux l'ennemi. Et ce jour-là, dans une forêt allemande gelée, j'ai compris quelque chose que 217 soldats allemands ont aussi compris. Survivre est plus important que se battre. C'est la leçon. Il ne s'agit pas de ruse. Il ne s'agit pas de tromper l'ennemi. Il s'agit de comprendre que l'esprit humain est le véritable champ de bataille. Conquérez l'esprit, et vous n'avez pas besoin de conquérir le territoire. La psychologie bat la puissance de feu. À chaque fois. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une histoire sur une victoire militaire brillante, demandez-vous, combien de vies ont été sauvées parce que quelqu'un a pensé différemment? Parce que quelqu'un a refusé de suivre la doctrine? Parce que quelqu'un a compris que la guerre la plus importante ne se joue pas avec des balles. Elle se joue avec des idées. Et les idées, quand elles sont utilisées correctement, sont les armes les plus puissantes qui existent. 15 mars 1945. 7h56 du matin. 217 soldats allemands, 12 soldats britanniques. 0 tir, 0 mort. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devriez jamais sous-estimer la valeur d'une bonne idée au bon moment. Parce que parfois, une idée peut faire ce que 1000 balles ne peuvent pas accomplir. Elle peut sauver des vies. Des deux côtés.